La ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Je peux expliquer le logiciel libre en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Apophthegm, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product. Premier objectif, c'est de développer l'intelligence artificielle et de faire du moteur de recherche Google une authentique intelligence artificielle. Et son deuxième objectif, c'est d'euthanasier la mort. Les dirigeants de Google sont obsédés par l'idée de faire reculer la mort. Je me définis un petit peu comme un des architectes d'origine de l'Internet et je suis le progrès, ou plus exactement le statu quo de l'Internet depuis pas mal d'années. Je fais partie des gens qui souhaitent ou qui considèrent qu'il est indispensable de revoir l'architecture de l'Internet. Bienvenue sur 50 Galaxy, le podcast. Votre rendez-vous mensuel pour échanger sur les bonnes pratiques, les innovations et les ruptures liées à la transformation numérique. Bonjour à tous, grand retour de votre rendez-vous podcast autour de la transformation numérique. Pourquoi cette sortie de coma, me diriez-vous ? Un contexte un peu spécial, les 18 ans de l'agence digitale 50a.fr. Et ça se fête, 18 années qu'elle propose son savoir-faire, son expertise sur le marketing digital, l'e-réputation et bien sûr autour de la transition numérique. C'est une raison suffisante pour se retrouver autour de plusieurs épisodes, de parler nouveaux usages, nouvelles technologies, humains, entrepreneurs, bonnes pratiques, bref j'en passe, que des sujets qui sont l'ADN de ce podcast et bien sûr de l'agence. Bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'être avec Ayat Touttahar, consultante et conférencière blockchain, avec qui on va évoquer bien entendu l'anniversaire de l'agence, mais aussi un tas de sujets passionnants. Blockchain évidemment, Web3, crypto, smart contracts et quelques news pour 2023 qui vont intéresser nos auditeurs. Bonjour Ayat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mon petit doigt m'a dit qu'à 20 ans, tu avais déjà écrit un livre sur Internet. Je schématise, et que c'est un peu comme ça que tu as connu les fondateurs de l'agence. Est-ce qu'on m'a bien renseigné ? Alors, j'ai écrit un livre, mais pas sur Internet. J'ai publié un livre qui était un roman, puisqu'en fait, moi, j'ai fait des études littéraires et ensuite, j'ai fait des études en art audiovisuel. Et mon but premier, c'était de devenir écrivaine, metteur en scène ou scénariste. Donc, en fait, j'avais vraiment une passion pour l'écriture. Et on va dire que c'est un peu ce qui m'a aussi portée sur Internet, puisque j'avais aussi un blog à l'époque pour pouvoir raconter un petit peu mes aventures autour de mes loisirs artistiques. Et c'est comme ça que j'ai passé énormément de temps sur Internet. Mais il est vrai que quand j'ai rencontré Nicolas et qu'on a discuté, parce que Nicolas Bermond, qui est fondateur de l'agence 50A, est aussi quelqu'un de très cultivé et de très intéressé par l'art. Et donc, quand on s'était rencontrés, je lui avais parlé aussi de cette passion commune et on avait parlé de mon roman. Et donc, quand on s'était revus, je lui avais offert mon roman. Donc, on peut dire que c'était un peu un lien qui a permis de consolider notre rencontre. Donc, avoir un blog à l'époque, c'était déjà que tu avais senti le pouvoir d'Internet pour se développer. Exactement. Et surtout qu'à l'époque, c'était très facile de se référencer parce que des blogs, il n'y en avait pas tant que ça. Et donc, on pouvait générer du trafic sans pour autant bien travailler son référencement. Pour commencer et rentrer dans les sujets dont tu es la spécialiste, pour un public non averti, très clairement, c'est quoi le Web 3 ? Alors le Web 3, tout le monde a sa propre définition, mais moi je vais vous donner la mienne. C'est le Web donc nouvelle génération, donc qui arrive après le Web 2, et pour moi c'est un web qui va mettre l'accent sur la décentralisation. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de la centralisation des données, autour du pouvoir des GAFAM. Et donc, forcément, c'est un sujet qui nous a permis de réfléchir sur comment reprendre le pouvoir sur ces données et comment avoir un Internet qui permette à chaque utilisateur d'être plus responsable et aussi d'avoir le choix de la manière dont il navigue sur Internet. Pour moi, le Web 3, c'est ça. Donc, ça va être un Web 3 qui va être décentralisé et où l'utilisateur aura le choix entre utiliser des plateformes qui vont centraliser ces données ou utiliser des plateformes qui vont leur permettre d'être responsables et propriétaires de leurs données. Est-ce que c'est une révolution ? Parce que Nicolas, que j'ai reçu pour l'épisode 1, disait que ça existait en fait depuis des années et que en fait Web3 c'était juste du marketing.
C'est une vision. Alors, ce qui existe depuis le début, effectivement, ce sont les échanges en peer-to-peer. On n'a pas attendu la blockchain pour faire des échanges en peer-to-peer. D'ailleurs, juste si on reprend ARPANET, qui est l'ancêtre d'Internet, le but, c'était de pouvoir se passer des informations en pair à pair. C'était ça le but. Avec la commutation de paquets, le but, c'était de recevoir des informations, mais décortiquer, ne pas le recevoir d'un seul coup, pour permettre justement d'avoir une sécurisation du message qui est envoyé. Et donc, on était déjà sur de l'échange en peer-to-peer. En revanche, ce qui change, c'est d'avoir une technologie qui permette de faire ça à grande échelle, de manière fluide, et aussi d'utiliser la cryptographie à grande échelle pour permettre des interactions qui soient plus sécurisées et plus pseudonymes. Parce que quand on parle d'anonymat sur la blockchain, c'est faux, parce qu'on est toujours capable de tracer en fait d'où vient un message. Si vraiment on se met à fond dessus, juste en faisant du traçage de wallet à wallet, on est toujours capable de savoir qui a envoyé un message. Donc quand on dit que la blockchain c'est anonyme, c'est absolument faux. C'est pseudonyme, mais ça permet d'avoir des données qui vont être moins centralisées par les grosses corporations et surtout qui ne vont pas être réutilisées à des fins commerciales. Et donc, ça va éviter justement tout le pouvoir numérique qu'ont actuellement les plus grosses corporations du secteur. Ces corporations du secteur, ces grandes corporations, le Web3 que l'on veut plus décentralisé, peut-être donc plus humain. On y croit à ça, vraiment ? Je ne sais pas tellement, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, moi, je m'interroge tout le temps, parce que pour moi, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, et je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut une décentralisation totale. Tout simplement parce que quand il y a une décentralisation, ça veut dire que ça accentue aussi la responsabilité de l'utilisateur. Donc là, on ne peut plus se retourner contre personne. Demain, si vous utilisez une plateforme décentralisée pour faire de la location d'appartements, aujourd'hui, si vous passez par Airbnb, quand il y a un problème, vous tournez vers Airbnb, vous avez un service après-vente. Demain, si vous utilisez une plateforme décentralisée, vous pouvez vous retourner contre personne, puisque le principe d'une plateforme décentralisée, c'est que ce soit géré par un smart contract. Un smart contract, c'est du code, et le code n'a pas de sentiment, et le code n'est pas capable non plus de pouvoir régler un problème externe à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire créer des actions qui sont automatiques à partir d'accords qui sont conclus en amont. Donc moi, je pense qu'on aura toujours besoin de services centralisés. On a besoin de services décentralisés pour permettre à ceux qui veulent prendre la responsabilité de leurs actions sur Internet de pouvoir être libres de ce qu'ils font. Et après, je pense que Internet, c'est un outil, et je ne pense pas que ça change la nature profonde des hommes. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent des outils décentralisés. Pour le moment, c'est tellement une jungle, puisque c'est une technologie que peu de gens connaissent. Et aujourd'hui, je vais dire, si je ne me trompe pas, je pense que plus de 70% des services décentralisés qui existent aujourd'hui, la plupart sont des scams. Hein. Il y a un truc qui en dit long, c'est que par exemple, même Elon Musk, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un autre sujet, même lui, qui a quand même un rôle très spécifique dans tout ce qui est digital, même lui, le Web3, il n'y croit pas du tout. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça ? C'est lui qui fait du buzz en déclarant ça, ou il y a quand même une part de sa déclaration où il a raison ? En fait, il faut toujours faire attention aux déclarations des uns et des autres, puisque tout le monde prêche pour sa paroisse. Et en fait, ce qui l'intéresse, Elon Musk, c'est surtout l'intelligence artificielle et tout ce qu'il peut faire autour. Et je pense qu'il n'a pas des intentions humanistes. Elon Musk, c'est un manipulateur. Donc déjà, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une visibilité perpétuelle sur Internet, puisqu'en fait, ça permet de le faire vivre et donc, par défaut, de faire vivre tous les projets sur lesquels il est. Et puis, il a un avis sur tout simplement parce que ça l'intéresse aussi de provoquer. Mais je pense que Elon Musk, Web 2, Web 3, lui, tout ça, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est comment il arrive à tirer son épingle du jeu et comment il arrive à faire du business et à valoriser tous les projets qu'il y a autour. Mais de la même manière que Elon Musk, un jour, il va vous dire le Bitcoin, c'est une monnaie aussi merdique que la monnaie fiduciaire. Et le lendemain, il va dire Bitcoin, c'est génial. Et puis après, il va dire on achète du Bitcoin, vous pouvez acheter une Tesla en Bitcoin. Et une semaine après, il va dire on n'accepte plus les Bitcoins parce que c'est pas écologique. Donc en fait, Elon Musk, il dit tout et son contraire perpétuellement. En vrai, on ne sait absolument pas ce qu'il pense. Et je pense qu'en fait, ce brouillage de messages, c'est aussi fait pour attirer tout le monde, quoi. Déjà, parce qu'on ne sait pas vraiment qui il est, on ne sait jamais vraiment qui il pense. C'est un peu... en fait, Elon Musk, c'est un personnage réel, mais je pense que pour la plupart d'entre nous, on le voit un peu comme un personnage de fiction parce qu'il est étrange.
change. Il a sa manière de communiquer qui est pas commune. Et puis surtout, on sait qu'il a l'intelligence pour avoir un point de vue détaillé sur tout ce qui se présente d'un point de vue innovation technologique. Mais je pense qu'il n'a pas envie d'être clair sur ce qu'il pense et sur ce qu'il fait parce qu'il a envie de rester dans un flou. Ça lui permet en fait de plaire à tout le monde. Mais bon, au moins c'est clair. On parle donc d'humanisme aussi. C'est une des valeurs de l'agence 50A. Qu'est-ce qui vous a amené à vous croiser au cours de ces 18 dernières années ? La passion pour, déjà la passion pour l'humain, parce que honnêtement, j'ai travaillé avec plein de personnes, dans plein d'entreprises, mais je pense que c'est vraiment la seule vraie entreprise où il y a des dirigeants qui sont vraiment humains, parce que quand ils font les choses, ils les pensent vraiment, et ce sont aussi des personnes qui aiment les gens. Et dans leur démarche, d'ailleurs, ça se voit, puisque en fait, ils sont les premiers sur Paris à avoir organisé des barcamps, à avoir fait aussi des événements collaboratifs au sein de l'agence, à avoir donné leur chance à des débutants qui jugeaient talentueux, dont je fais partie aussi. Et moi, je peux dire aujourd'hui, et d'ailleurs, je le dis assez souvent, que sans doute 50% de ma carrière, je la dois à 50A, parce que j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et quand je suis arrivée, j'étais vraiment junior. Et d'ailleurs, quand Nicolas m'a recrutée, il me l'a dit quand il a vu mon portfolio. Il m'a dit, je vais te dire honnêtement, tu n'as pas le niveau pour travailler dans une agence de communication, mais je sens que tu as un potentiel. Et si jamais on te montre le métier, tu vas être capable de progresser très vite. Et effectivement, quand j'ai travaillé avec Nicolas, c'est lui qui m'a montré comment on négocie avec les clients, comment on fait des recommandations, comment on fait du référencement. Moi, je ne connaissais rien en référencement quand je suis arrivée chez 50A. C'est Nicolas qui m'a appris. Donc moi, je suis arrivée avec des bases parce que j'étais vraiment junior et avant, j'avais travaillé chez l'annonceur. Donc, je n'avais pas cette capacité à avoir une vision globale de ce qu'était le métier et surtout, je n'avais pas une vision business alors que quand on travaille en agence, il faut une vision business parce que chaque client a des objectifs différents. On répond à une demande concrète d'un client qui est là en fait pour avoir un service qui soit rentable. Donc on est obligé d'avoir cette vision business quand on travaille en agence, alors que quand on est chez l'annonceur, on n'a pas besoin de ça. On a déjà des gens qui s'occupent de ça et en fait on a des tâches qui sont bien définies en amont et en fait on est un exécutant. Là où avec Nicolas justement, j'ai pu apprendre plein de choses, j'ai pu savoir comment les métiers du web étaient capables d'interagir entre eux, comment ils se complétaient et j'ai pu acquérir de nombreuses compétences que j'aurais certainement pas acquis si j'avais pas atterri là. Est-ce que tu as des projets justement qui t'ont marqué avec 50A ? Avec 50A, j'en ai plein qui m'ont marqué parce qu'on a fait beaucoup de choses. Alors, l'événement le plus marquant, parce qu'il est marrant et en même temps, moi, il me fait toujours rire celui-là. On est assez visionnaire sur l'évolution des technologies et d'ailleurs, Nicolas avait une très bonne vision de tout ce qui se passe aujourd'hui, que moi, j'avais pas à l'époque. Et donc, Nicolas a beaucoup travaillé sur le développement du métier de community manager, qui à l'époque n'existait pas. En fait, on commençait à en parler et les seuls qui pouvaient se prétendre community manager, c'était des stagiaires en communication en fait qui découvraient un peu le numérique. Et donc on avait eu à l'époque une demande des rencontres d'Autran. C'était en fait des rencontres où il y avait tous les acteurs du numérique qui se retrouvaient à Autran et on faisait des conférences pour parler de l'avenir du numérique. Et donc on nous avait fait une commande qui s'appelait le Community Manager dans l'entreprise 2.0. Et donc Nicolas me dit, est-ce que ça te dit de travailler sur ça ? On va faire la conférence ensemble, etc. Et je lui dis ok, donc j'organise une étude collaboratif, je pose la question à des gens qui sont community managers ou qui se prétendent être community managers, etc. Et quand on arrive là-bas, on fait la conférence ensemble et en fait, la présentation était très orientée business puisque le sujet, c'était le community manager dans l'entreprise 2.0. Donc, ça parle de ROI quand on recrute un community manager, comment on fait pour que ce soit rentable puisque, en fait, quand on embauche quelqu'un, le but, c'est ça, c'est de faire en sorte que l'entreprise, elle puisse être gagnante, quoi. Et en fait, quand on se retrouve là-bas, il y avait quand même beaucoup de personnalités qui étaient issues du monde politique, chose qu'on n'avait pas anticipée. Et à un moment donné, en plein milieu de la conférence, il y a un monsieur qui était un élu local de gauche qui se lève et qui dit « J'en peux plus de vous écouter, c'est scandaleux ce que vous dites, vous êtes le cheval de Troie du libéralisme moderne. » Et donc, nous, on était un peu choqués parce que nous, on était venus en amis, tu vois. Ouais. Et en fait, on répondait aussi à la question qui était posée, c'est-à-dire le community manager dans l'entreprise 2.0. Donc, nous, ça nous semblait logique.
Et bon, on en a beaucoup rigolé, mais c'est vrai que c'était marrant parce qu'en plus, tu vois, bon, moi, j'ai plutôt une sensibilité de gauche. Donc, quand je me fais traiter de cheval de Troie du libéralisme moderne, c'est tellement fort que, tu vois, ça choque un peu. Et en même temps, la structure de phrase est très poétique. Donc, du coup, tu sais, il y a ce truc, c'est violent et en même temps, c'est beau à la fois. on salue la performance, tu vois. Cette métaphore, elle est quand même pas mal, j'avoue, même si elle est dure à recevoir. C'est génial comme souvenir. J'aime beaucoup. Et on en a beaucoup ri après. Ouais, moi, je veux bien te croire. C'est pas mal. En plus, toi qui es littéraire, c'est pas mal. T'as dit un truc assez juste en tout début de cette anecdote, c'est que Nicolas avait la capacité d'être visionnaire et qu'il a vu des choses qui se sont produites et il nous en a parlé lors de l'épisode 1, donc vous complétez. En revanche, il y a quelque chose qu'il a moins su me dire, c'est ce qui allait se passer. Il m'a dit, je suis moins fort d'en voir ce qui va se passer. Est-ce que toi, tu aurais une vision, pas forcément sur 20 ans, mais en tout cas des tendances qui vont se produire selon toi ? Moi, j'ai rarement de certitude parce que je me trompe aussi souvent. Et par exemple, quand je travaillais chez 50A, justement, au tout début, je me souviens, Nicolas, il avait une très bonne vision des influenceurs et il m'a dit, dans 10 ans, en fait, nous, nos métiers, ils vont plus être aussi impactants parce que les marques vont faire appel à des gens lambda pour faire leur publicité. Et donc, il avait cette vision des influenceurs. Et moi, à l'époque, je disais, jamais ça va arriver puisque les marques voudront jamais avoir du contenu peu qualitatif pour valoriser leurs produits. Et c'est vrai que même aujourd'hui, quand je vois un peu la puissance des influenceurs, j'ai toujours du mal à imaginer que ça arrive parce qu'on a des influenceurs qui ont effectivement du contenu de très basse qualité, je veux dire visuellement, attractivement, mais en fait, c'est parce que le message prime sur la forme. Et en fait, c'est vrai que c'est difficile à concevoir pour nous qui avons connu la publicité de manière statique à la télévision ou sur des panneaux publicitaires avec des choses toujours très travaillées, des belles images, haute qualité et tout. C'est vrai que ce monde-là où on est aujourd'hui, parfois je me dis, ce monde est étrange. Et de la même manière que pour le Web3, tu vois, j'évolue dans des communautés autour de la blockchain, autour de l'intelligence artificielle, autour des objets connectés. Donc toutes ces technos en fait qui sont en train d'émerger au fur et à mesure, qui existent depuis un certain temps, mais qui commencent à émerger. J'ai du mal à avoir une vision claire de ce que pourrait être l'avenir. Après, moi, l'image que j'en ai, mais après, je ne sais pas si ce sera ça, mais j'imagine que d'ici une 50aine d'années, à mon avis, on va avoir de plus en plus d'outils qui vont permettre d'automatiser des tâches qui sont logiques et qui sont routinières. Je pense effectivement qu'il y a plein de métiers qui vont partir. Je pense qu'il y a des métiers qui vont se réinventer, qu'on ne connaît pas encore. Mais après, à terme, moi, dans mon idéal, c'est qu'on soit dans un monde où l'humain n'ait plus besoin de travailler, tu vois, et où, en fait, chacun ferait le métier qui lui plaît en fonction de ses affinités réelles. Parce que c'est vrai que ce monde, il est un peu étrange parce que, tu vois, on a ce conditionnement quand on est à l'école de se préparer à un métier qui nous plaît pas forcément mais qui va nous permettre de vivre. Donc, en fait, on se forme pour pouvoir ensuite avoir un métier qui nous permette d'avoir des revenus pour payer notre loyer, pour pouvoir vivre. Mais on n'a pas cette passion d'aller au travail au quotidien. Heureusement, dans nos secteurs d'activité, c'est pas le cas parce qu'on est dans des métiers passion, mais dans des métiers passion lucratifs. Mais il y a plein de métiers passion qui sont pas lucratif. Et je pense que pour pouvoir évoluer d'un point de vue professionnel, il est important d'intégrer toutes les technologies qui s'offrent à nous et il est important de les voir comme des assistants et pas comme des concurrents. Et quand je dis ça, moi, tu vois, par exemple, je fais partie d'une communauté très forte d'artistes et tout ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle, eh bien, écoute, j'ai beaucoup de débats avec mes amis artistes parce qu'ils trouvent que c'est scandaleux, que ça tue la créativité, que ça tue leur métier, etc. Mais moi, je crois pas du tout. En fait, on avait fait des essais sur Midjourney avec Thibaut et justement, Thibaut a dit un truc très juste et je m'en sers comme argumentation. Il a dit, en fait, l'une des compétences clés dans le futur, ce sera de savoir comment parler à une IA. Et en fait, j'ai trouvé qu'il avait bien synthétisé tout ce que je pensais, mais que j'arrivais pas à exprimer. Et donc, cette phrase, elle est absolument juste. C'est-à-dire que de la même manière que le smartphone n'a pas tué le métier de photographe. Et donc, en fait, tous ces métiers, ce sont des métiers qui se réinventent en ayant un plus, c'est à voir comment utiliser les technologies qui s'offrent à nous et qui se développent pour nous, d'utiliser ces outils comme des assistants et proposer des choses qui soient plus pertinentes. Et moi, je pense que, tu vois, à l'avenir, quand on voudra acheter de l'art, c'est quand même plus intéressant d'acheter une œuvre qui a été conçue par un humain parce qu'il y a un processus intellectuel derrière et un processus créatif qui est unique, plutôt que de faire appel à une IA en sachant qu'une IA, c'est un algorithme et qu'en fait, l'IA, elle va s'inspirer de plein de choses
chose, mais ce sera pas quelque chose de particulièrement exaltant. De la même manière que la production industrielle n'a pas tué l'art. Aujourd'hui, quand tu achètes une statue, si tu achètes une production industrielle, voilà, qui a été faite en des milliers d'exemplaires, bon, bah, ça te passionne pas plus que ça. En revanche, que si tu vois un artisan qui a un savoir-faire particulier et qui sait bien utiliser ses mains, qui sait se servir des matières, etc., bah, tu vas trouver ça extraordinaire parce que tu te dis, un humain a fait ça. Et ça, c'est dingue. Et ce que tu dis, ça va un peu à l'encontre de tous ceux qui pensent que la technologie va tout détruire, alors qu'on peut en faire quelque chose d'hyper futuriste et humain à la fois. En fait, moi, je vois la technologie comme un allié. Je la vois pas du tout comme un concurrent. Et en fait, moi, je pense que elle permet à chacun de pouvoir progresser dans son métier et de pouvoir avoir un métier qui soit plus performant, parce que en fait, ça nous fait gagner du temps, la technologie. L'aspirateur n'a pas tué les femmes de ménage, tu vois. Non, mais c'est simple, mais c'est tout à fait ça. Et juste pour ta vision un petit peu de les humains n'auront plus à travailler, très bien. Ça, c'est mon idéal. C'est ton idéal. Comment ça serait possible selon toi avec la technologie, ça ? Alors moi, après, comme je t'ai dit, je sais pas. Moi, tu sais, des fois, je viens un peu dans des mondes parallèles, mais l'idéal que je me fais, moi, c'est que demain, avec les outils connectés, avec l'intelligence artificielle, avec la robotique, on soit capable d'avoir des robots qui fassent le travail d'un humain. On aura toujours besoin de gens pour les sécuriser, pour les maintenir, pour les performer, etc. Mais moi, je me dis qu'à terme, si on a de moins en moins d'offres d'emploi pour des humains, le but, c'est que, tu vois, on puisse taxer les robots, par exemple, parce que les entreprises, il faudra qu'elles continuent quand même de payer des impôts. Comme elles auront plus de salariés et qu'elles auront des robots à disposition, peut-être qu'on pourrait taxer les robots pour permettre ensuite peut-être d'avoir un revenu universel qui permette à chacun d'avoir un minimum pour vivre. Et ensuite, chacun pourra être capable de se concentrer sur la tâche sur laquelle il est destiné sur cette terre. Parce qu'en fait, on est tous sur cette terre, on a tous une passion, on a tous un savoir-faire, etc. Sauf qu'on ne le sait pas parce que depuis qu'on est petit, on est déterminé à chercher un emploi et non pas un but dans la vie. Et c'est pour ça qu'on a plein de gens qui sont dépressifs et qui prennent des antidépresseurs, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font là. Tu vois, les matins, ils se réveillent, ils ont un taf qu'ils n'aiment pas, ils rentrent, ils dorment. Et puis après, ça recommence, on ne voit pas le bout. Puis la retraite, c'est sans cesse reculé. Donc les gens ne sont pas bien, quoi. Alors qu'en fait, tous ces gens-là, si tu les laisses s'épanouir, réfléchir à ce qu'ils veulent faire, quel est leur but dans la vie, qu'est-ce qui les épanouit, quelle est la tâche qui leur demande le moins de temps, parce que en fait je pense qu'un professionnel performant, c'est quelqu'un qui fait son métier non pas parce qu'il est obligé, mais parce qu'il ressent le besoin de le faire. Et donc comme c'est pas du travail, il est jamais fatigué. Et c'est pour ça que les gens qui ont des métiers passion, tu peux les voir bosser 14 heures dans une journée et ils vont pas être fatigués, ils vont être épanouis parce que ça leur apporte quelque chose, tu vois, ça les épanouit, ça leur apporte un truc, tu vois, ils apprennent des choses, ils performent, voilà. Alors que quand tu as un métier que t'aimes pas, t'es vite fatigué et 35 heures dans la semaine, pour toi, c'est énorme. Oui, t'attends juste le week-end, quoi. Exactement. C'est pas ça qui est bon. Mais ça, c'est pas une vie, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi. On peut dire aussi que tu as été une précurseuse sur la blockchain. Comment tu as eu ce flair et quand ? Alors, je ne sais pas si j'ai été une précurseuse, mais moi, je fais beaucoup de veille. Déjà, le matin, quand je me lève, je fais 1 heure à 2 heures de veille. Parce qu'en fait, je me tiens un petit peu au courant de ce qui se passe dans le milieu. Et puis, ça me permet justement de pouvoir sentir un petit peu les tendances. Et en fait, je ne sais pas si j'étais une précurseuse, parce que comme beaucoup de gens, avec le Bitcoin, je suis passée par toutes les émotions. Par c'est génial, par c'est utopique, par c'est un truc de bandit. Je suis passée par toutes ces émotions-là. Mais moi, j'ai découvert le Bitcoin en 2011. Avec l'affaire Wikileaks, et justement j'avais découvert ça sur Twitter. Mais en réalité, et encore avec l'agence 50A, en vrai on avait déjà travaillé avec l'agence 50A sur les monnaies alternatives, et donc à l'époque il y avait un collectif dont je faisais partie qui s'appelait les explorateurs du web, et dans ces explorateurs du web il y avait notamment un expert qui s'appelait Christophe Ducamp et qui était très ami avec Nicolas et Thibault, et donc on travaillait sur une monnaie alternative sur Twitter, et le but c'était de créer une monnaie décentralisée qui ne fonctionne que via Twitter, avec justement un registre qui puisse montrer de manière transparente toutes les transactions qui se faisaient. Et le but, c'était de remercier des tweetos, donc des gens qui avaient un compte Twitter pour leur contenu ou parce qu'ils avaient fait une bonne action, etc. Et c'était une monnaie de remerciement qui était destinée à évoluer uniquement sur Twitter et de manière tout à fait transparente. Et l'idée, c'était aussi de créer une monnaie fondante pour faire en sorte que la monnaie circule, contrairement au système qu'on connaît là. Et donc, ça, c'était
créé en 2009, donc en fait la même année que le premier bloc de Bitcoin qui a été miné. Et donc cette monnaie virtuelle décentralisée mais centralisée, parce qu'en fait il n'y avait pas encore la blockchain et on ne savait pas comment décentraliser un actif numérique. Donc en fait on avait un site internet qui s'appelait la Tweetbank, et donc c'était une base de données qui recensait en fait toutes les transactions qui se faisaient sur Twitter à travers un hashtag qui avait été déterminé en amont. Et moi je trouvais le concept intéressant, et donc j'avais rejoint l'aventure pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et pour moi c'était aussi mes premiers pas dans l'économie, donc savoir un peu comment fonctionnait l'économie, la finance, etc. Et donc c'était mes premiers pas là-dedans. Et en 2011, quand il y a eu l'affaire Wikileaks et que j'ai découvert Bitcoin, je me suis dit mais en fait Bitcoin c'est ce qu'on est en train de faire mais en mieux. Et donc ça m'avait fascinée parce que je me dis ce truc est absolument dingue. Et donc j'ai commencé à avoir une fascination sur Bitcoin, mais à l'époque c'était compliqué d'avoir des Bitcoins. Il fallait aller sur le dark web pour pouvoir convertir tes Bitcoins en monnaie fiduciaire. Je sais pas, il fallait contacter un Russe ou un mec un peu bizarre qui allait venir avec tes billets dans un endroit étrange. C'était pas comme aujourd'hui, tu vois, on a plein de plateformes qui permettent de convertir de manière simple des cryptos. Donc j'en avais pas acheté, mais j'avais trouvé ça absolument génial. Je me suis dit Wikileaks ils font vraiment un truc de dingue en passant par cette alternative là. Et après honnêtement je me suis pas trop penchée sur la question. Moi j'ai oublié un peu cette idée de Bitcoin. Cette idée de Bitcoin elle m'est revenue quand en 2015 il y a eu la maison du Bitcoin qui a ouvert à Paris, et donc j'avais vu ce grand logo Bitcoin qui avait pignon sur rue et tout. Je me suis dit tiens, si ça a pignon sur rue c'est que ça doit pas être si illégal que ça. Et donc à cette époque là, juste pour savoir comment fonctionnait un wallet, j'avais été acheter du Bitcoin pour comprendre un petit peu le principe de la blockchain. Mais je peux pas dire que j'avais été complètement convaincue. C'était plus une curiosité. Et ensuite, je suis vraiment revenue dans les cryptos en 2019. Et en fait, c'est Ethereum qui m'a fait revenir sur la blockchain, parce que je suis partie en Italie me former à la Apple Developer Academy, qui est un centre de formation Apple. Et là-bas, j'ai travaillé sur une application qui utilise la plateforme Ethereum pour certifier des documents. Et quand j'ai découvert Ethereum, donc j'ai découvert un nouvel usage des blockchains qui n'était pas juste de la transition de valeur. Et quand j'ai découvert les smart contracts, je me suis dit mais en fait ce truc c'est vraiment un truc de dingue. Donc j'ai découvert la blockchain avec Bitcoin, ce qui est normal parce que c'est Bitcoin qui a permis d'architecturer la blockchain telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais je suis revenue convaincue par cette technologie-là en découvrant Ethereum. Waouh, quel parcours. Justement, tiens, Bitcoin ou encore Parachute, Ava, bref, tous ces cryptos, ça en est où? Parce que bon, c'est vrai qu'on passe par toutes les émotions. Hein. On passe par toutes les émotions parce que c'est tout à fait nouveau. Et si tu veux, là, dans la technologie blockchain, on en est au même stade que Internet dans les années 90. Donc, tu vois, déjà, l'adoption, elle est pas massive. Elle est très complexe. On a des plateformes qui sont pas ergonomiques et la majorité des services aujourd'hui qui sont proposés, qui utilisent la blockchain, sont des services qui sont centralisés. Donc, c'est très complexe à comprendre déjà pour nous qui sommes dedans, c'est complexe. Donc imagine pour des gens qui arrivent dans le secteur. Et après on a aussi un autre problème dans le secteur de la blockchain, c'est que la manière dont les médias traitent le sujet est toujours orientée autour de la spéculation, ce qui fait que la blockchain est toujours associée à la crypto-monnaie ou aux crypto-actifs, parce que déjà c'est faux de dire crypto-monnaie. Et en fait la blockchain et les crypto-actifs ce sont deux choses différentes. La blockchain c'est une technologie et un crypto-actif c'est un actif qui permet d'utiliser un service sur une blockchain ou de faire de la transaction de valeur comme Bitcoin. Et quand je dis que dire crypto-monnaie, c'est faux, c'est-à-dire qu'actuellement, je ne sais pas combien il y a de crypto-actifs en circulation, mais il y en a des milliers. Et en fait, la seule qui peut prétendre être une crypto-monnaie, c'est Bitcoin. Bitcoin est une crypto-monnaie. Tout le reste, ce sont que des crypto-actifs. Et d'ailleurs, dans le milieu de la blockchain, on dit que Bitcoin, c'est Bitcoin. Et tout le reste, on appelle ça des altcoins. Donc, tout ce qui n'est pas Bitcoin est un altcoin, mais Bitcoin, c'est Bitcoin, point barre. Et en fait, pourquoi? Parce que Bitcoin a été conçu pour être une alternative à la monnaie fiduciaire. Donc, en fait, quand Bitcoin sort, le white paper, c'est Bitcoin Peer-to-Peer Cash System. Donc, en gros, ce que te promet Bitcoin, c'est que demain, s'il y a une adoption massive, tu dois être capable d'aller faire tes courses et payer en Bitcoin. C'est ça que te promet Bitcoin. Donc, être une alternative à la monnaie fiduciaire, donc un concurrent direct de la monnaie fiduciaire. En revanche,
revanche, tous les autres cryptoactifs, ils te promettent pas que demain tu puisses aller faire tes courses avec leur crypto. Ce qu'ils te promettent, eux, c'est qu'en achetant leur crypto, tu sois capable d'utiliser un service hébergé sur une blockchain. Donc, en fait, ça te permet, tu vois, de payer des frais de transaction, de payer des services sur une blockchain dédiée, etc., etc. Et c'est ça la différence entre une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, elle te permet d'acheter tout. Et d'ailleurs, Bitcoin, c'est la seule qui a été acceptée, tu vois, notamment par le Salvador et d'autres pays, je crois, après, pour être reconnue comme une monnaie légale. Mais toutes les autres, en fait, elles visent tout à fait autre chose. Tu vois, Ethereum, Vitalik Buterin, il te dit pas, le but, c'est que demain, tu puisses faire tes courses avec Ethereum. Il te dit, si tu veux créer un service décentralisé ou utiliser un service décentralisé, il te faut des Ethers. Voilà, ça te permet de faire fonctionner un service. Et la différence est importante, en effet. Elle est très importante, ouais. Qu'est-ce que tu penses de Crypto Belzins ? Ah oui, ça c'est le projet qu'on a avec Thibaut et Nicolas. Je trouve que c'est un super projet. Après, on devrait se donner un petit peu plus à fond parce que pour le moment, on est un peu au stade de brainstorming. Je pense que c'est intéressant parce que ça va dans la même logique que ce qu'on faisait avant avec les monnaies alternatives. Et je pense que c'est aussi important de réinventer l'économie de manière locale. Marseille se porte peut-être bien à ce type d'exercice parce que il y a cet aspect communautaire, tu vois, les Marseillais sont très fiers d'être Marseillais et dans les quartiers à Marseille, les gens sont très attachés à leur quartier. Et il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue créatif, d'un point de vue économique, il y a beaucoup de choses à réinventer là-bas et ça peut passer par une monnaie alternative dédiée justement pour pouvoir permettre aux personnes qui se sentent concernées par leur quartier, par la vie de leur ville, etc., de pouvoir se rassembler autour d'un objectif commun et de matérialiser cet objectif commun derrière un cryptoactif. D'accord, ok. Bon, je vous souhaite plein de réussite pour la mise en place de tout ça. Si on parle des autres tendances, toujours un peu axées sur la décentralisation et puis l'humain, c'est ton avis et ton éclairage qui m'intéresse, bien sûr. On a la DAO, la DeFi, tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la DeFi, c'est la finance décentralisée. Et la DeFi, en fait, c'est tous les services financiers aujourd'hui que tu retrouves dans une banque. L'idée, c'est que tu puisses les retrouver, mais de manière décentralisée, c'est-à-dire sans banque. Et donc, l'idée de la DeFi, c'est que tu puisses faire de l'échange de cryptoactifs, que tu puisses souscrire à des prêts, que tu puisses souscrire à des assurances, etc., mais sans passer par une banque, juste en utilisant une plateforme décentralisée. Ça te permet de faire de l'épargne, ça te permet de faire du trading. En fait, tous les services que tu vas avoir dans une banque aujourd'hui qui vont être vendus par un conseiller financier, si tu es capable de te débrouiller tout seul et de peser le pour et le contre de chaque service, tu peux être capable de le faire via une plateforme décentralisée. Donc ça, c'est la DeFi. Donc c'est la finance décentralisée en opposition à la TradFi qui est la finance traditionnelle. Ensuite, la DAO, ce sont des organisations décentralisées. Donc en fait, le problème qu'on va avoir aujourd'hui quand on est dans un groupe, ça peut être dans une entreprise, dans une association, dans un projet personnel, etc., c'est que tu vas avoir de la centralisation d'informations. Et l'idée de la DAO, donc, c'est d'avoir une organisation décentralisée, donc c'est-à-dire que toutes les décisions qui vont être prises au sein même d'un groupe vont être publiées de manière transparente et vont être décidées par vote. Donc je ne sais pas, admettons, tu es dans une entreprise et tu es dans un service et tu as un manager et en fait dans le groupe vous êtes tous un peu frustrés parce que le manager il décide de tout, le budget tu sais pas comment il est réparti, quand il y a des décisions à prendre on demande l'avis de l'équipe mais en fait l'avis n'est jamais écouté puisque la décision finale revient au manager, etc. Et donc on se retrouve dans une organisation centralisée bien qu'en fait on soit dans une démarche de collaboration. Et en fait la DAO va éviter ça. La DAO elle va permettre d'avoir des objectifs qui sont communs, elle va permettre d'avoir des tâches qui vont être décidées en groupe et en fait toutes les règles qui vont être décidées au sein du groupe doivent être faites avec l'approbation et avec le vote de chacun. Et donc on va pouvoir trancher comme ça, tu vois, le budget, plutôt qu'avoir quelqu'un qui gère un budget, on ne sait pas trop où ça passe, là de manière transparente, eh bien le groupe sait où va l'argent et s'il n'est pas d'accord avec des projections ou des dépenses qui vont être faites, eh bien ils peuvent dire on va soumettre ça au vote puisque on est tous concernés par ce sujet-là. Et ça a de l'avenir selon toi ? Ah oui, les DAO complètement, ouais. Tiens, justement, que nous réserve 2023 ?
ça va être encore une phase où écoute, va y avoir une évolution de la technologie. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que là, en ce moment, comme on est aussi beaucoup sur de la spéculation au niveau des cryptoactifs, on est dans des cycles de 4 ans, en fait. Tous les 4 ans, en fait, c'est un peu toujours le même cycle, c'est rythmé par ce qu'on appelle les halvings. Les halvings, en crypto, c'est la récompense des mineurs de Bitcoin qui est divisée par 2. Donc, tous les 4 ans, c'est divisé par 2 parce qu'il y a de moins en moins de Bitcoin qui vont être émis. Et donc, ça permet aussi à la crypto de gagner en valeur. Puisqu'en fait, des Bitcoins, il n'y en aura que 21 millions. Donc, la supply est très limitée. Donc, moins il y en a en circulation et plus la valeur du Bitcoin augmente. Et donc, le marché des cryptoactifs est rythmé par ça, par les halvings. Et souvent, quand on est en bear market, en fait, ça, c'est des termes qui sont issus du trading de manière générale. En fait, on a le bull market et on a le bear market. Le bull market, c'est le marché du taureau et le bear market, c'est le marché de l'ours. Pourquoi ? Parce que le taureau, quand il attaque du bas vers le haut, donc le marché est haussier. Et l'ours, quand il attaque du haut vers le bas, donc le marché est baissier. Et donc, dans ces cycles de 4 ans, donc juste après un halving, quelques mois après, on a le bull market, c'est-à-dire on a un engouement autour de Bitcoin et le marché explose à la hausse au niveau de la valeur du Bitcoin. Et donc, toutes les autres, les altes, elles vont finir par suivre. 1 an et demi après le bull run, on va rentrer dans ce qu'on appelle le merge market. Et le merge market, c'est quand ça fait une chute à peu près de 30-40%, ça se stabilise un peu. Et 2 ans après, bam, on rentre en bear market. Et là, on a une chute de 80 à 95% de toutes les cryptos. Et généralement, quand on est en bull market, on a une technologie qui évolue très vite parce que comme on est dans un moment d'euphorie, toutes les équipes qui travaillent sur des blockchains ont du budget pour pouvoir avancer sur leurs projets. Et quand on est en bear market, c'est aussi une chute du budget. Et donc, il y a aussi beaucoup d'équipes qui se retrouvent avec du personnel restreint parce qu'on ne peut pas continuer à travailler sur les projets parce qu'on est dans une période qui n'est pas très faste. Et donc, en ce moment, on est en bear market, donc on est plutôt dans un marché qui est baissier. Donc, je t'avoue que le secteur recrute, mais en même temps, il licencie. Donc, tu vois, c'est un peu complexe. Et donc, on est dans des périodes où ça permet de faire le tri parmi tous les projets, c'est-à-dire que tous les projets qui n'étaient pas solides vont finir par mourir et il n'y a que les projets solides qui vont tirer leur épingle du jeu. Et puis après, là, tu vois, fin 2024, début 2025, normalement, si le cycle se reproduit, on va retourner en bull market et là, on va avoir des projets qui vont encore exploser, des technologies qui, entre-temps, auront évolué. Par exemple, moi, je pense à Polkadot. C'est une blockchain qui travaille sur l'interopérabilité des blockchains. Et tu vois, ils ont mis pas mal de choses en place depuis le dernier bull run, notamment leur parachain. Je suis sûre qu'on va la retrouver en 2024. Et après, tu en as qui meurent, comme Terra Luna, qui est sortie de la course, comme FTX et toutes leurs petites manigances aussi qui sont sorties de la course. Bon, comme Solana, qui n'est pas très en forme non plus. Donc, en fait, c'est la période où on voit éclore les projets qui sont solides et on voit disparaître les projets qui étaient bancals. Merci pour cette tendance 2023. Et juste, est-ce que 2023, Hayet et Saint-Quentin, il se passera quelque chose ? Mais il se passe toujours quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas une seule année où il ne s'est rien passé entre Hayet et Saint-Quentin. Merci pour ce teasing. Alors, cet épisode 2, Hayet spécial anniversaire, touche à sa fin. Bon, quelques recos quand même pour nos auditeurs. Moi, j'aime bien acculturer les gens qui nous écoutent. Et en plus, tu es la candidate idéale puisque tu as un profil littéraire. Donc, j'allais te demander, tiens, un livre à offrir à tout le monde ou un film, un podcast, un documentaire pour justement donner envie aux gens d'en savoir plus ou ça va les aider à en savoir plus sur ces sujets qui sont passionnants quand même. Pour se détendre, moi, il y a un livre que j'aime bien, mon livre favori, j'en avais déjà parlé, ça s'appelle « 3 hommes sur un bateau » et c'est un livre d'un auteur anglais qui s'appelle Jerome K. Jerome et c'est le premier livre qui m'a fait vraiment éclater de rire. À lire en anglais, c'est mieux, « 3 Men in a Boat » parce que c'est un humour très anglais et c'est l'histoire de 3 amis qui sont hypocondriaques et qui décident de partir faire une croisière sur la Tamise. Et ça, c'est très, très drôle. Ouais, en effet. Ça donne envie. Et juste, dernier mot, si tu avais l'occasion de te croiser il y a 18 ans, qu'est-ce que tu te dirais ?
Je me dirais de me faire plus confiance, parce que là j'ai confiance parce que maintenant j'ai 40 ans et donc je suis senior dans le métier, donc j'ai confiance en moi et j'arrive aussi à faire part de mon avis, de ma vision, etc. Mais il y a 18 ans, j'étais plutôt observatrice et j'étais un petit peu influencée par tous les points de vue. Tu vois, j'étais un peu perdue. Là, aujourd'hui, je suis toujours un peu perdue, mais je suis un peu perdue organisée dans ma tête quand même. Je suis perdue sans être perdue. Mais il y a 18 ans, j'avais du mal à me faire un avis très personnel sur ce qui allait se passer dans le futur. Et tu vois, juste un exemple, quand en 2008, j'ai monté une start-up avec des copains et donc on avait créé un service pour les écoles et les universités qui permettait d'envoyer des SMS en temps réel pour informer les étudiants de ce qui se passait à l'école. Ce qui faisait, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas encore de smartphone en 2008. Et donc, les étudiants, c'est que à l'université, ils pouvaient envoyer un message via notre plateforme et les étudiants recevaient un SMS, Monsieur Trucmuche ne sera pas là aujourd'hui. Donc, ça leur évitait d'aller à l'école et de se retrouver face au tableau où il y avait, tu vois, les absents, etc. Et donc, à l'époque, c'était quand même vachement innovant. Et donc, moi, j'ai eu mon premier smartphone en 2009. Et donc, en 2009, moi, je découvre le smartphone. Je trouve que c'est génial, etc. Et je dis donc à mes associés à l'époque, ce serait bien de commencer à penser à une application mobile. Et comme j'étais la seule à avoir un smartphone et qu'eux, ils n'en avaient pas, ils m'ont dit non, mais le smartphone, ça prendra jamais parce que c'est cher. Et puis, en plus, tu t'imagines bien, les parents, ils vont pas acheter des smartphones à leurs enfants, ça coûte super cher. Et puis, les gens qui sont âgés, ils ont déjà du mal avec le téléphone normal. Un téléphone, c'est fait pour téléphoner. On n'a pas besoin d'Internet 24 heures sur 24, etc. Et moi, je me dis quand même, le smartphone, c'est génial. Et après, je me dis, c'est vrai que tous les gens qui ont un smartphone, c'est des gens qui sont dans la tech. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, OK, peut-être ça prendra pas. Et puis, finalement, tu vois, quelques années après, tout le monde en avait un. Et donc, on s'est fait dépasser par une boîte qui faisait la même chose que nous et qui, elle, avait compris qu'il fallait avoir une application mobile. Donc avoir plus confiance en soi. Ouais, plus confiance, ouais, parce qu'on a tendance parfois à se dire que on est un peu farfelu et qu'on vit dans des mondes parallèles. Et parfois, notre monde parallèle, c'est juste une projection du futur parce que justement, on a des usages qui sont pas encore populaires et que nous, on est capable de voir l'utilité de ces usages-là sur du long terme, tu vois. Et donc aujourd'hui, moi, quand les gens me disent la crypto, ça prendra jamais, la blockchain, ça prendra jamais, etc., je me dis peut-être que c'est vrai parce que j'ai pas de boule de cristal. Mais en même temps, moi, l'usage que j'en ai aujourd'hui me dit que ce sont des usages qui vont s'installer sur du long terme. Tu vois, Bitcoin, c'est né en 2008, le white paper, 2009 pour le premier bloc. Là, on est 14 ans après. Ce truc-là, s'il devait mourir, il serait déjà mort avant. Voilà. Ouais, et puis c'est la passion aussi et la connaissance qui te permettent aujourd'hui d'être aussi plus sûr de toi sur cette tendance. Ouais, exact. Donc voilà, ayez confiance en vous, ça sera le mot de la fin. Exactement. Merci Ayette. Je t'en prie. Et merci à tous pour votre fidélité, de nous avoir écoutés et surtout à très vite pour la suite de cette saga. L'agence, n'oubliez pas, 50a.fr. À très vite.